Donc, bonjour Marc, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Voilà, moi je t'ai connu par un ami qui te suit, qui suit tes programmes, tes vidéos en ligne, tout ce que tu peux proposer autour du yoga. Et voilà, j'ai eu envie de t'interroger aujourd'hui sur ton approche un petit peu hors du commun, sur ta vision du yoga qui est très ancrée dans notre monde actuel et Mhm. qui reste quand même très en lien avec les enseignements traditionnels. Donc, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous dire comment toi tu es arrivé sur le chemin du yoga? Comment est-ce que tu as commencé sur cette voie? Tout d'abord, je te remercie pour cette invitation. Je suis très, très content d'être ici. Je m'appelle Marc Bevin, j'ai 46 ans. J'enseigne à plein temps depuis 26 ans. Comment j'ai commencé? Ça s'est passé, j'étais très, très jeune adulte. Je me suis tourné vers un cours collectif de yoga dans mon village. Et je me suis retrouvé très touché par ce que je comprends maintenant comme étant l'état de centrage. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, je me sentais réellement aligné. C'était une sensation que je ne connaissais pas avant. Et au bout du deuxième ou troisième cours collectif, j'ai entendu parler de la possibilité de participer à une formation de prof de yoga. Et sans du tout vouloir devenir enseignant, je suis allé demander si je pouvais participer au moins au premier week-end. C'est les fameuses formations de 4 ans, 6 week-ends par an, etc. Hmm. Et donc, je suis allé faire un premier week-end. Et je me suis retrouvé réellement touché, mais profondément touché par ce qui était dit pendant ce week-end. Globalement, j'ai compris que le yoga mettait avant tout en avant le respect de sa ligne de vie. Voilà. Ce que nous avions tous des conflits identitaires, c'est-à-dire une sorte de perte de sens, un manque de lien à notre autorité intérieure, on va dire ça comme ça. Hmm. Et j'ai tout de suite compris que c'était le nerf de la guerre. Ce jour-là, quoi, ce week-end-là, c'était tellement fort que j'étais bouche bée, je pouvais plus parler. Et je me suis dit, je vais faire ça. Voilà, je vais comprendre ça et je vais développer ça. Voilà, je ne ferai que ça. C'est fou, mais c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Ah ouais, c'est fou, tu as fait quelques cours, tu as fait Ouais. ce week-end d'enseignant sans vouloir enseigner et tout de Mm. suite, quoi, ça a été clair. Oui, c'était clair tout de suite. Et puis, 2 ans plus tard, j'étais en Inde. C'est-à-dire que j'ai continué la formation. Au bout d'un an, je me suis mis à transmettre le yoga. Je donnais un cours collectif par semaine en parallèle à mes études. Moi, je faisais des études de dessinateur industriel. D'accord. Et je voulais tout arrêter en fait, hein, ça n'avait plus de sens pour moi. Et malgré tout, je suis allé tout au bout de mon parcours scolaire. Et 6 mois après la remise du diplôme, j'étais en Inde. Voilà. Et très très rapidement, j'ai demandé à aller en Inde. Je me suis dit que je voulais aller à la source, je voulais aller voir. Et voilà. Et 2 ans plus tard, j'étais parti. Et je parlais pas anglais. J'ai appris l'anglais sur place. J'avais un anglais scolaire. Ah oui, Et, d'accord. et voilà. Et puis une fois sur place, euh, j'ai j'ai reçu un enseignement quotidien du lundi au samedi pendant une année complète. Voilà. D'accord. En individuel. Ah oui, Mm. il n'y avait pas du tout de cours collectifs, c'était dans quel cadre, ça se passait comment? C'était dans une des pièces de la maison de l'enseignant. Donc, il s'agit de la maison de la famille de TKV des Ikachar. Donc, ça se Hmm. passait à Chennai, qu'on appelait Madras avant. Donc, tout en haut de la maison, il y avait une euh, petite maisonnette faite de bois et de feuilles de palmier. Et c'était assez grand. Et il y avait un bureau et puis 2 chaises. Et puis voilà, c'est tout. Et j'arrivais dans cette salle le matin. Et j'avais une pause le midi. Je reprenais l'après-midi. Et j'étais comme ça du lundi au samedi, toute l'année. Sauf le dimanche. Le dimanche, j'allais enseigner dans un orphelinat à quelques kilomètres de là. Et, et c'est tout. Et j'ai étudié essentiellement. Et donc, pour répondre à ta question, il n'y avait pas de cours collectif. Moi, j'ai jamais vu de cours collectif en Inde, en fait. Le cours collectif, il faut comprendre que ça n'a que 60 ans. Bien sûr. Voilà, le gars a 4000 ans. Le gars a toujours été transmis euh, en se reposant sur un rapport à l'autre, quoi, le professeur-élève. Et moi, j'ai eu cette chance-là, quoi, d'étudier comme ça. Et ça a duré, au final, cela m'a permis d'avoir un lien avec cette famille pendant 8 ans. Donc, j'ai essentiellement étudié avec quelqu'un qui s'appelle Kaustubh Desikachar, donc qui est le fils de TKV Desikachar. Et puis, j'ai beaucoup aussi étudié, évidemment, avec TKV Desikachar, quoi. C'était vraiment les deux, avec comme prof principal son fils. D'accord, c'est dingue. Mm. Donc c'est quelque chose quand même de très privilégié. Comment est-ce que tu as eu accès à ce type d'enseignement particulier? J'étais dans la
formation donc, qui était donnée en France. Et la formation était donnée donc, par un formateur qui, lui, avait déjà un lien avec TKV Kachar depuis plus de 20 ans. D'accord. Ça faisait plus de 20 ans qu'il faisait des allers-retours avec l'Inde. Et c'était un des plus, peut-être pas le plus ancien, mais un des plus anciens élèves de TKV Kachar. Ils étaient tous les deux très, très proches. Et comme moi, j'ai levé la main en disant j'aimerais bien aller en Inde, et que le fils de Kachar, qui a un an de plus que moi j'en avais 22 quand je suis arrivé en Inde, lui en avait 23, comme lui, il décidait à ce moment-là d'enseigner à plein temps, bon, bah, ça s'est fait naturellement. Je me suis retrouvé dans ses mains. Lui n'avait pas de reconnaissance, il ne se déplaçait pas encore, il était totalement disponible. Donc il m'a reçu. Ça ne pouvait pas se faire un an plus tôt, et ça ne pouvait pas se faire un an plus tard, en fait, cette histoire, quoi. C'était le timing était juste parfait. Ah ouais, Voilà. l'alignement exceptionnel pour que ça se passe de Mm. cette manière. Ouais. Et donc je dis individuel, alors c'était pas tout à fait individuel, il y avait un autre Allemand, il y avait un autre gars, un Allemand, qui s'appelait Ante, qui était là. C'était assez fou parce qu'il avait, comme moi, un visa et nous avions tous les deux la même date de visa. C'était assez dingue. Alors qu'on ne se connaissait pas avant. Et puis nous avons partagé cette vie pendant un an. Et donc j'ai étudié essentiellement les anciens textes, donc tous les anciens textes par cœur, hein. On a étudié fortement les Yoga Sutras, donc les 195 aphorismes, on les chantait, on les récitait, on les apprenait par cœur. Et puis après d'autres textes en parallèle, comme les poèmes de T. Krishnamacharya, les 32 poèmes, qui sont des enseignements finalement très intéressants, hein, très, très vivants de la parole de cette grande référence du yoga. J'ai beaucoup étudié les Yoga Rasya de Natamuni, j'ai beaucoup étudié les Yoga Yajnavalkya, un vieux, très vieux texte, un des plus vieux textes, 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'était beaucoup d'études du yoga au travers des textes millénaires. J'ai beaucoup étudié tout l'outillage postural, respiratoire, sensoriel, méditatif. J'ai beaucoup étudié tous les principes liés à la construction de séances. Et puis j'ai beaucoup étudié la thérapie, quoi. Donc j'étais dans cette maison et puis à quelques mètres de là, il y avait l'institut de yoga créé par Desi Kachar. Donc j'allais beaucoup, beaucoup dans cet institut. J'observais beaucoup les cours individuels. J'observais beaucoup la façon dont la thérapie par le yoga était transmise. Voilà. Et j'ai eu cette chance d'être accueilli dans ce clan. En fait, très rapidement, je n'étais plus l'élève. C'est-à-dire que très rapidement, Desi Kachar, un jour, il y avait Kaustubh qui avait l'élan de partir en vacances avec sa femme. Et Desi Kachar a dit, ce serait bien que vous partiez tous ensemble. Ah oui, Ouais. c'était vraiment très intégré. Ouais, ouais. Et donc, nous sommes partis ensemble faire tout le sud de l'Inde pendant, je ne sais plus combien, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et puis à partir de là, ben, on ne s'est pas lâché la main pendant 8 ans. Il y a eu beaucoup de tournées mondiales. J'ai beaucoup enseigné avec eux en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Europe, en Australie. Il y a eu comme ça 3 tournées mondiales à peu près, d'effectuer avec Desi Kachar, sa femme et puis les enfants. Et puis, euh, et puis assez rapidement, au bout d'un an ou deux, TKV Desgachères m'a demandé de devenir la personne qui allait le réceptionner et déployer ses propres stages, organiser ses propres stages en France. Hmm. Ah oui, Voilà. donc là, tu as changé complètement de rôle. Ouais, ouais, Oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est allé c'est, loin. C'est allé loin. Le lien, j'étais dans le clan, quoi. Voilà. J'étais clairement dans le clan. c'est une bonne manière d'apprendre. Oui, ça change complètement de ce qu'on Oui. peut voir actuellement en termes de transmission. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Enfin, on sent que c'est pas du tout la même manière d'enseigner, de transmettre. C'est pas la même pédagogie que ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on suit une formation d'enseignant. Mm. Qu'est-ce que c'était la particularité, la marque de fabrique, on va dire, de ton enseignant? Pour mon enseignant, c'était essentiellement me donner. Alors, j'ai bien compris ta question, mais d'abord, dans le contexte dans lequel j'étais, pour mon enseignant, l'objectif, c'était de me transmettre tout ce qu'il y avait à recevoir pour avoir toutes les notions de construction de séance, de rapport à soi, de rapport à l'humain, comprendre l'humain selon le yoga, grâce à tous les anciens textes. Comprendre les rouages du mental, comprendre les conflits émotionnels, comprendre les degrés de liberté de conscience. Donc, euh, donc à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'objectif particulier autre que celui de me donner le cadeau, quoi, de me passer la Mm. comète. Euh, et puis, assez rapidement, peut-être après 2 ans de relation, nous avions des entretiens assez réguliers avec TKV Desgachard. Et lui, il disait, il y a pas vraiment d'outils qui vont révolutionner les autres. La seule chose qu'il faut réussir à transmettre, c'est l'ouverture de cœur. Voilà. Et lui, il était complètement aligné là-dessus. Et il disait, alors attention, hein, quand je parle d'ouverture de cœur, je ne parle pas de tolérance et de bienveillance. Bien Je sûr. parle vraiment du respect de sa ligne de vie.
Et pour ça, il faut un peu de courage, il faut un peu de panache. Et il faut s'ouvrir, quoi. Voilà. Et donc, lui, il disait, j'ai tout pratiqué, toutes les postures, toutes les techniques respiratoires, tout avec mon père, avec son père Tekrish Macharya. Et il disait, au final, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut? Bah, c'est l'ouverture de cœur. Voilà. Et tout le reste suivra. Donc, c'était ça, en fait, à chaque fois que j'enseignais. En fait, c'était parfait parce que c'est ça que je me suis mis à comprendre la première fois que j'ai découvert le yoga, à ce premier week-end en France. Et puis, c'est ça que lui se mettait à dire 2 ans après, 1 ou 2 ans après de relation. Donc, ça m'allait bien. Ça a bien confirmé ta compréhension, Oui, la première que tu as vraiment eue. oui, et puis si je peux me permettre, et puis ça s'aligne totalement de toute façon avec tous les anciens textes. Il n'y a pas un seul texte de yoga qui met à côté l'objectif ultime du yoga, c'est-à-dire la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est retrouver la force mentale qui permet de se défaire du poids des préoccupations et des peurs, et ainsi ben, respecter l'appel, quoi, l'appel intérieur, l'appel du cœur, voilà, pour de vrai, quoi. Pour de vrai, pas sous forme fantasmée. Donc voilà, là on voit quand même que c'est une certaine profondeur. On n'est pas dans l'apprentissage de trois Mm. postures, de trois Non, techniques. ouais. Et pour autant, il y avait quand même tout cet apprentissage technique Mm. de ce à quoi on limite un petit peu le yoga aujourd'hui quand même. Enfin, tout ce qui est posture, pranayama, l'aspect thérapeutique, le Mm. corps n'est pas délaissé. Mm. Donc tout ça, c'est un chemin qui mène vers cette ouverture. Comment tu vois cette progression? Moi, je vois tout l'outillage yogique, comme tu viens de le dire, là, les postures, les respirations, tout ce que tu viens de dire, je le vois comme des conditions nécessaires pour favoriser du lien à soi, pour savoir faire silence, pour savoir trouver le centrage. Euh, je, n- donc, je pense sincèrement que la pratique posturale, par exemple, la pratique respiratoire, toutes ces pratiques sont très importantes, très intéressantes, mais ce n'est pas un but en soi, quoi. Ce n'est pas l'objectif. C'est simplement retrouver les conditions pour, si je peux me permettre, pour se rendre apte au décrochage de son téléphone cœur. Tu vois, il y a un appel, il faut savoir l'entendre, il faut savoir décrocher. Et pour savoir l'entendre et décrocher, ben, il faut rentrer à la maison. Et la posture permet ça. La posture permet de recréer du lien avec le corps, la respiration aussi, le travail sensoriel. Enfin, tout est là pour ça. Donc moi, je ne rejette pas du tout la posture, mais je suis bien conscient de sa limite. Voilà, je suis très très conscient de sa limite. C'est très intéressant. Il y a un texte qui est très connu, mais en même temps, il y a des aspects de ce texte qui ne sont pas mis en avant. C'est le fameux Hatha Yoga Pradipika, où on met en avant l'objectif ultime du yoga, qui est la liberté de conscience. Dans le contexte actuel, c'est intéressant à regarder quand même, la liberté de conscience, le respect de sa ligne de vie. Eh bien, dans ce texte, il est dit que toutes celles et ceux qui ne se reposent que sur la posture pour atteindre cet objectif ultime, ben, finiront par abandonner ou finiront maniaques de la posture, ou suicidaires. Voilà. C'est très clair, quoi. Ouh là là, oui, c'est très clair. C'est un brin provocateur. J'imagine que Oui, oui, c'est le c'est très genre de... provocateur, mais objectivement, c'est très intéressant de regarder ce qui est mis en avant, quoi, dans le yoga à 4 000 ans, pour ne parler que de liberté de conscience. Et qu'est-ce qu'on fait pour tenter d'atteindre cette chose? De la posture. Est-ce que la posture va réellement permettre un retour à soi? Est-ce qu'il y a pas... Alors, encore une fois, je ne critique pas la posture, je ne la rejette pas, je la pratique, je l'enseigne, mais il y a tout le reste à mettre en œuvre, à respecter. Il faut se déployer sur le plan aussi, on va dire, énergétique, sensoriel, sur le plan respiratoire, mais il faut aussi un style de vie approprié, il faut aussi l'introspection, il faut aussi un environnement, un clan, quoi, un clan approprié. Et si c'est que la posture, je ne vois pas où on va. Et c'est complètement confirmé. J'ai redécouvert ça il y a très peu de temps, en fait. C'est pour ça que ça m'amuse de le dire. Puis j'ai vu à quel point ça provoque aussi. Je suis étonné que ça provoque à ce point-là, mais la posture seule provoque l'abandon ou nous pousse à être maniaque, quoi. On voit bien, quoi. On se met dans sa roue de hamster, là. On fait que de la posture, que de la posture. Et puis, où est l'évolution vraiment, quoi? Est-ce que les 4 millions de pratiquants de yoga en France sont représentants de la liberté de conscience? Je suis pas sûr. 4 Donc, millions, d'accord. Je ouais, n'avais c'est pas le 3, ouais, chiffre. 3 4 millions de pratiquants en France. Ouais. Donc ça fait un paquet de fous potentiels si 80% finissent maniaques Oui, ou suicidaires. Ouais, ça nous fait du monde. oui. Ou, ou ça fait aussi un potentiel incroyable de transformation profonde intérieure et du coup collectif, quoi.
En supposant qu'on ait su aller au-delà, qu'on ait su prendre le yoga pardon, dans sa globalité et pas seulement les petits morceaux qui nous arrangeaient. C'est ça, en supposant que l'on se soit mis en relation avec le yoga pour les bonnes raisons, en supposant que l'objectif derrière soit spirituel. Après, on peut aussi commencer la pratique pour un objectif qui est différent et puis ensuite découvrir une profondeur. Oui, Non? Enfin, oui, c'est possible aussi. c'est tout à fait possible. Ça, je le vois souvent dans mes cours collectifs ou même dans les cours individuels. Ben, certaines personnes viennent avec des convictions sur ce qu'est le yoga, parce qu'on leur a dit que c'était essentiellement la posture. Et puis lorsqu'on leur donne l'expérience du centrage, ils sont un peu déstabilisés quand même. Ils n'en reviennent pas de ce que ça provoque et du décalage qu'il y a entre ce que ça leur provoque et ce pourquoi ils venaient. Et ces gens-là, du coup, se relient au yoga pour autre chose et continuent et persévèrent pour autre chose. Et puis après, il y a celles et ceux qui sont venus uniquement pour ce pourquoi ils sont venus, c'est une dimension autre que la dimension spirituelle. Et ben, ces gens-là ne restent pas, ils vont voir ailleurs et n'apprécient pas la gastronomie yogique, comme j'aime dire, et continuent dans cette relation en tant que maniaque, on va dire, de la posture, quoi. Oui, puis il y a une recherche peut-être effrénée de quelque chose qui manque sans savoir définir ce quelque chose qui manque. Oui, ouais. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça, surtout dans les yogas. Enfin, je ne sais pas si on peut encore appeler ça yoga, mais tout ce qui est enseigné actuellement, qui porte le nom de yoga, tout ce qui est très gymnique ou très basé sur la morale, mais avec une rigidité sans compréhension, Mm. quand on est là-dedans, je pense qu'on est dans une recherche. Simplement, on n'a pas trouvé de bonnes réponses à ce qu'on cherchait. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas forcément les explications de la raison. Et de l'autre côté, du côté enseignement, il y a pas forcément, du côté de l'enseignant, il n'y a pas forcément les explications pour, pour montrer qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et il n'y a pas forcément aussi la façon de pratiquer qui permet de goûter réellement au centrage. Voilà. Alors, comment on pourrait faire aujourd'hui pour, déjà en tant qu'enseignant de yoga, comment transmettre de façon juste? Et pour les pratiquants, comment se mettre dans une bonne voie, entre guillemets? Comment trouver un enseignant qui peut nous dispenser un enseignement valable, authentique, transformateur? Euh, D'un côté et de l'autre, comment on peut faire pour aller vers cette justesse dans la transmission? Moi, je pense qu'il faut d'abord se défaire un peu de tout l'outillage du yoga et de toutes les recettes qui en découlent. Je pense qu'il faut surtout regarder la logique intrinsèque au yoga, c'est-à-dire derrière tous les outillages posturels, respiratoires et autres, il y a une logique. Et la logique, elle est toute simple. C'est avant tout une reprise en main de son mental. Encore une fois, ça veut dire ne pas se soumettre à nos peurs, ne pas se soumettre à nos doutes, ne pas se soumettre au regard extérieur. Donc, on nous invite à se redresser, quoi. On nous invite à reprendre, à développer une force mentale. Euh, et pour ce faire, on nous présente tout un outillage. Euh, mais derrière chaque outillage, il y a une logique. Et je pense que la personne qui s'intéresse sérieusement au yoga devrait plus s'intéresser à la logique qu'à l'outillage. Donc, je vais m'expliquer un peu. Euh, Par exemple, en yoga, on parle beaucoup de la relation aux autres. Bon, bah, ça veut dire que notre entourage social doit être à la hauteur de notre démarche. C'est-à-dire que si on a pour objectif d'aller vers un déploiement personnel, c'est-à-dire l'affirmation de soi, être un peu plus en cohérence, développer un peu plus de charisme, un peu plus de créativité, ça veut dire qu'on va se mettre à faire des choses nouvelles, quoi. On va forcément aller sur des terrains nouveaux. Il ne faut pas alors être retenu, freiné par l'entourage. Il ne faut pas que notre entourage prenne peur. Il faut vraiment être accompagné, quoi. Il faut vraiment être respecté, il faut vraiment être aimé. Et donc en yoga, on parle beaucoup de la discipline relationnelle, on parle beaucoup d'être en vérité, on parle beaucoup d'être dans la non-violence, on parle beaucoup de la fidélité, etc. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, ça veut dire qu'il faut interro-social, intime, amical et professionnel, dans lequel on est reçu pour ce qu'on est, et notre déploiement personnel, comment dire, ne viendra pas les provoquer. Il faut vraiment comprendre qu'une bonne partie de notre entourage, au moins de 50% de notre entourage, n'a pas intérêt à ce que nous changions. Ça, il faut le comprendre.
Oui. Et donc, il faut vite injecter dans nos relations aux autres de la vérité pour vite les préparer en quelque sorte. On doit préparer le terrain social pour être accueillis dans notre transformation personnelle. Il y a beaucoup de maris qui n'ont pas intérêt à ce que leur femme change. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas intérêt à ce que leur mari change. Ils n'ont pas intérêt. D'un point de vue identitaire, quand on s'identifie beaucoup à l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, si d'un seul coup, ce qu'il est, ce qu'il représente ne tient plus, n'existe plus, ben on fait quoi? On fait quoi avec l'identification qui était la nôtre à l'égard de l'autre? Donc on n'a pas intérêt, on est très nombreux à être très attachés à l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous apporte, donc on n'a pas vraiment intérêt à ce qu'il change. Donc si notre entourage social ne tient pas la route, ça freine tout et c'est plus important que la posture en vérité, beaucoup plus important que la respiration. On va faire des choix de cœur qui ne reposent pas sur quelque chose de rationnel. On va faire quelque chose parce qu'on le sent comme juste. On n'aura pas d'explication à donner aux autres. On ne pourra pas dire je le fais pour ça ou je le faire comment ou je vais faire comme ça. On ne sait pas pourquoi on va le faire, on ne sait pas comment on va le faire en vérité. On est seul avec son intuition, on a une bonne odeur dans le cœur. Il faut que l'entourage suive quoi. Il faut que Ouais, l'entourage suive notre folie quoi. Voilà. on sort un peu de cette recherche de logique. Enfin, dans le monde actuel, j'ai l'impression que tout est très on est vraiment beaucoup dans le mental, dans le raisonnement, on essaie de tout rationaliser, alors que bon, il y a quand même cette intuition, Mmh. nos sensations, des choses qui sont pas explicables, en tout cas qui rentrent pas dans ces cases logiques. Oui. Donc oui, ça c'est difficile à expliquer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'entourage n'est pas un bon terreau? On Bah, on le change la terre, on la ouais, retourne, on fait, je sais pas. bah, on le travaille. À mon sens, il faut respecter le plus possible, le plus longtemps possible, toutes les responsabilités à l'égard de ces personnes. Parce que Mm. si elles sont là, c'est seulement qu'on est responsable envers eux. Je sais pas, d'un point de vue familial ou autre. Donc, à mon sens, il faut vraiment tenir ses responsabilités et puis vraiment sortir du mensonge et déployer sa vérité. Vraiment y aller avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience et, euh, et, et montrer ce que l'on est, quoi. Voilà, montrer ce que l'on est et laisser l'autre se positionner. Si l'autre a toute l'endurance, tout le respect, tout l'amour envers nous, ça va tenir, ça va le faire. On va avancer ensemble. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas et à ce moment-là, on arrête. Mais, euh, mais ça se travaille, ouais. Je pense que ça se travaille. Et puis si ça ne passe pas, encore une fois, ben, on passe à autre chose. Euh, comment dire euh, donc, il faut vraiment comprendre, encore une fois, on pourrait regarder le yoga nous disant, OK, la relation aux autres, c'est la bienveillance, la non-violence, la vérité, enfin tout le catéchisme yogique habituel. Mais moi, c'est ce que je dis là, c'est ce que je te dis là maintenant dans cet entretien, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une logique derrière? Ben, la logique, c'est qu'il nous faut un environnement capable d'accueillir notre déploiement. Et pour le rendre apte à cet accueil, il faut se montrer. Voilà, il faut vraiment se montrer petit à petit. Il faut montrer notre vérité. Euh, voilà, donc ça c'est un des outils. Mhm. L'autre outil très connu sous le nom de niyama en yoga, on parle de discipline, on parle d'introspection, on parle de contentement. Enfin, on parle de pas mal de choses qui nous permettent d'améliorer notre relation à nous-mêmes. Bon, bah là, c'est pareil. La logique n'est pas forcément. Enfin, on n'a pas à appliquer une pratique indienne. On a juste à comprendre la logique. La logique, c'est non seulement il faut un environnement social approprié, mais en plus, il faut un style de vie approprié. Il faut un temps de sommeil approprié. Il faut une nourriture qui ne provoque pas la léthargie, la fatigue, quoi. Il faut une nourriture qui énergise, qui nourrit réellement. Il faut beaucoup de temps d'introspection, il faut investir dans tout ce qui permet l'introspection. Il faut se discipliner, mais pour de vrai, quoi. Le travail amène à la liberté. Il faut réduire tous les obstacles, tous, que ce soit financier, que ce soit articulaire, que ce soit musculaire, que ce soit mental, que ce soit psychique. Il faut réellement travailler sur soi. Et donc, le yoga n'apportera pas forcément ces solutions-là parce que le yoga a subi des contractions culturelles. Donc, c'est pas forcément dans un cours de yoga qu'on va trouver tout ça. Mais c'est en comprenant la logique qu'on finira par trouver le bon mentor à l'extérieur du yoga. Il y a des personnes au jeu qui sont spécialisées là-dedans, spécialisées dans la gestion de la discipline, la gestion de son temps, la gestion de son sommeil, la gestion de sa nourriture. Donc, à mon sens, moi, c'est ce que je fais en fait. Moi, j'ai une grille de lecture millénaire tirée des anciens textes de yoga et je ne trouve pas forcément mes solutions dans le yoga. Mais ma grille de lecture me permet de repérer qui va pouvoir m'aider. Qui sont les yogis qui s'ignorent, en fait? Qui détient des valeurs yogiques hors du yoga? Et ces gens-là existent et ils sont très, très nombreux. Voilà. D'accord, donc ça permet vraiment d'avoir une pratique
ancré dans nos contraintes, dans notre monde actuel, dans notre C'est réalité. ça, c'est Ouais. ça, ouais, c'est ça. Et ces gens-là existent en Europe, ces gens-là existent en France, ces gens-là existent partout. Euh, et ils sont bien plus sensibles à notre sensibilité, à ce que nous sommes en tant qu'Européens. Et moi, c'est ça que je déploie en fait. Encore une fois, c'est pour ça que mes stages sont assez courts et impactants, parce que je montre une logique. Je n'apporte pas de recette. Un peu, mais surtout une logique. Donc la première logique, je répète, j'ai l'habitude de répéter tout le temps, c'est la tribu, quoi. Il faut une tribu. Il faut vraiment développer une tribu. On n'avancera pas seul. Voilà, on n'a jamais vécu seul, on n'avancera pas seul. Il faut une tribu. Nous sommes trop solitaires, nous sommes trop seuls, nous sommes trop isolés. Il faut un entourage vraiment fiable. Et puis, deuxièmement, il faut vraiment déployer un style de vie approprié, nourriture appropriée. Il ne faut pas hésiter à jouer avec la nourriture, il ne faut pas hésiter à jouer avec l'heure du lever le matin, il ne faut pas hésiter à lire. L'introspection se fait par la lecture, par exemple. Il ne faut pas hésiter à tout mettre en œuvre pour tout le temps, tout le temps, tout le temps éradiquer les obstacles. Donc ça, c'est la logique numéro 2. Après, la logique numéro 3, c'est la fameuse activité physique modérée. Donc là, on a la posture en yoga. Mais est-ce que la posture proposée sur le marché du yoga est appropriée? Souvent, elle est trop intense, souvent, elle est trop simple, souvent, on s'ennuie. Donc, pareil, moi, je suis ravi d'enseigner les postures. Mais pour quelqu'un, la question que tu me posais, c'est pour quelqu'un qui s'y met, qui commence, ben moi, je dirais juste, faites une activité physique modérée. Faites Oui, quelque n'importe chose qui laquelle. permet un minimum d'assouplissement, de renforcement musculaire et de présence à son corps, au final. C'est tout ce qu'on veut. La posture de yoga est bien plus avancée que ça, je pense, hein, parmi toutes les autres activités. Le yoga n'est pas plus avancé, mais plus complet. Voilà, la posture est bien plus complète quand on connaît l'outillage. On peut vraiment toucher n'importe quelle partie du corps. Mais au final, si la santé est bonne, allez-y, quoi. Faites quelque chose, je sais pas moi, la natation, l'escalade, la musculation, tout est bon en vérité, à partir du moment où c'est modéré. Euh, Après, on a l'activité respiratoire, donc comprendre que l'allongement de la respiration en conscience provoque le système nerveux, permet le repos. Bah alors là, c'est pareil. Bon, en yoga, on a le pranayama, mais on a le chant qui va être superbe. Mm. On a l'instrument avant qui va être superbe. On a la natation qui permet une belle tenue de la respiration. Euh, voilà, on a ce type d'activité. En fait, une fois de plus, le pranayama, littéralement, ça veut dire l'allongement en conscience de sa respiration. Donc, en effet, on peut faire comme en yoga, on peut s'asseoir, fermer les yeux et respirer profondément, mais on peut utiliser n'importe quel outillage qui va dans ce sens. D'accord. Donc, toi, tu as un enseignement qui est quand même assez original dans le sens où il intègre chaque petit moment de la vie quotidienne pour aller vers, je ne vais pas dire ses idéaux, mais vers cette logique du yoga, en tout cas pour nous amener vers un état, vers une ouverture, une sensibilité. Oui, Et toi, tu aides les gens à développer cette sensibilité, à mettre en place les conditions favorables, euh, donc le terreau favorable pour que la fleur du yoga puisse éclore. On peut en dire un fait, peu ça, non? ouais, en fait, moi, ce que je montre avant tout, c'est euh, je prends les anciens textes et avec mon style, je démontre que la posture ne correspond qu'à 2% du yoga. Mm. Et que l'unique raison d'être du yoga, c'est la reprise en main du mental et, comme je disais tout à l'heure, le respect de sa ligne de vie, donc la liberté de conscience. Et je montre ça. Je montre que nous sommes des êtres humains, que dans humain, il y a humus, il y a la matière, il faut la travailler, il faut la nourrir, il faut l'améliorer, mais dans l'humain, il y a un être. Et l'humain doit se soumettre à l'être. C'est juste ça le yoga. C'est l'humain doit apprendre à se soumettre à l'être et non plus se soumettre à ses peurs. Et donc moi, je montre ça et je donne des pratiques qui permettent de retrouver la sensation de l'être. Voilà. Après, c'est libre à eux d'honorer et de matérialiser leur ressenti profond et de respecter leur ligne de vie. Je ne peux pas aller au-delà de ça, mais au moins montrer, expliquer ce que c'est que le yoga et puis montrer les outillages, quoi. La logique et l'outillage. Parce que je montre aussi l'outillage. Là, je parlais de chant et de natation, mais évidemment, j'enseigne de façon très précise le pranayama, de façon très précise la posture, évidemment. Oui. Mais je dis aussi, vous arrêtez pas là, quoi. Regardez avant tout la logique. Et tu parles enfin, de présence à soi, de lien à soi. Comment on peut retrouver ce lien quand on l'a perdu sans que je sais pas comment dire ça. Ça peut être erroné aussi. On peut avoir l'impression qu'on est dans le lien à soi en affirmant quelque chose, en étant d'une certaine manière. Et ça peut être une peur qui parle, ça peut être un conditionnement qui parle. Comment être sûr Oui, que le vrai soi s'exprime? oui.
C'est une question pertinente, hein. Euh, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a plusieurs pistes, en fait, je pense, à prendre en considération. L'une d'entre elles, c'est l'outillage du yoga. On peut reprendre l'exemple de la posture. Je ne vois pas comment on peut accéder à son intuition sans se prouver son aptitude à sa relation, à l'aptitude à se relier à son corps. C'est-à-dire que la posture, c'est quoi? C'est mettre en mouvement son corps, nourrir les articulations, nourrir les muscles, mais c'est le faire en l'associant à un effort respiratoire. En fait, la posture, c'est un mariage entre un effort respiratoire et un mouvement physique. Et ça nécessite une certaine présence. Et cette présence, tout le monde ne l'a pas. Moi, dans mes cours collectifs, je vois bien que 70% des personnes qui arrivent dans mes cours, quand ils arrivent au tout début, un bon 70% n'ont pas l'aptitude mentale leur permettant de se relier à leur corps et à leur respiration. Ne l'ont pas. Donc, je dis souvent, directement, quand on ne sait pas se relier à son corps, ni à sa respiration, quand on n'a pas assez de présence mentale, quand on est trop dans l'impatience, trop dans l'agitation, je ne vois pas comment on peut, quand on ne sait pas se relier à son corps, à sa respiration, je ne vois pas comment on peut se relier à ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire l'âme, quoi, l'intuition. Donc, une première piste pour moi, c'est de se muscler le mental et se rendre apte à rentrer à la maison. Et la première porte, c'est le corps, la deuxième, c'est la respiration. Par la posture spécifique du yoga ou par l'effort respiratoire spécifique du yoga ou par l'application de la logique de l'activité physique modérée ou de l'effort respiratoire. Il faut vraiment reprendre possession de sa matière, quoi. Il faut vraiment rentrer à la maison. D'accord. Ça, c'est une première piste pour moi. Je dis souvent pour m'amuser à la fin d'un cours collectif, je dis souvent, si vous n'avez pas réussi à vous relier à votre corps, à votre respiration, ne vous mariez pas cette année et ne divorcez pas cette année, parce que votre choix sera pourri, quoi. C'est sûr, le choix ne viendra pas de l'âme. Voilà, je dis souvent ça, moi, à la fin. Enfin, j'ai souvent dit ça dans le passé, dans la fin des cours. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Je ne vois pas comment on peut faire un choix éclairé quand on ne sait même pas se poser 5 secondes sur son corps et sa respiration. Voilà. Ou je dis aussi, quand vous voulez démarrer une relation intime avec quelqu'un, une relation professionnelle qui est aussi une relation intime avec quelqu'un, mettez-la sur le tapis, quoi. Regardez, quoi. Si elle ne sait pas se poser sur son corps, je vois pas comment elle va comprendre. Je vois pas comment elle va vous comprendre. Je vois pas comment vous allez vous comprendre, parce que on n'est pas là deux matières l'une à côté de l'autre. On essaye d'aller au-delà de la matière, quoi, de ressentir ce qui rapproche l'un et l'autre, ce qui nous influence, ce qui nous inspire, ce qui nous oriente, c'est-à-dire l'âme, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Pour être sûr que le choix de vie soit réellement propre, soit réellement l'appel du cœur, et non pas une histoire qu'on se raconte, une croyance, etc., déjà se prouver son aptitude à rentrer à la maison. Moi, encore un autre exemple, je dis simplement allongez-vous, fermez les paupières et ressentez juste la sensation des vêtements contre la peau. Et je prends une montre et je dis allez, 1 minute. D'accord? 1 minute de sensation des vêtements contre la peau et vous avez l'interdiction de perdre. Bon, au bout de 20 secondes, 70% des gens ont perdu. Ah bah oui, il n'y a plus personne, oui. Ah bah, il n'y a plus personne, mais donc ça veut dire quoi dans la vie? Ça veut dire que, ok, j'ai beau être marié, beau avoir des enfants, j'ai beau voter, mes choix ne sont pas dans le respect de ma ligne de vie, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Pour beaucoup de gens, j'en suis persuadée. Et en même temps, si, on ne peut pas attendre d'être dans le respect total de sa ligne de vie Non, pour faire non, la moindre chose. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut. Mais alors, tellement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir une relation à son âme totalement linéaire. On n'a pas à être tout le temps dans la perfection spirituelle. Mais il faut au moins savoir rentrer à la maison. C'est-à-dire, il faut au moins savoir ouvrir une fenêtre sur le cœur. Il faut au moins savoir être centré et mettre une situation devant nous et se permettre de la ressentir avec l'âme. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Sinon, on est comme zombifié. Hein. Sinon, on est complètement à côté du sujet. Et donc, voilà, premier élément de réponse à ta question, je dirais ça. Je dirais chercher à vous réapproprier la sensation du corps, de la respiration et même le déploiement sensoriel, quoi. Et essayer de marcher en silence et d'écouter vraiment, quoi, les sons, sentir les odeurs, etc. Déployez vos antennes, reliez-vous au réel, quoi. Reliez-vous à l'instant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a plein de petits repères qui permettent de voir si on est sous l'influence d'une vérité profonde ou si on est dans un fantasme ou une excitation. Il y a beaucoup de petits repères présentés dans les anciens textes. Par exemple,
on ne peut pas être dans un élan de cœur juste et être en même temps sous l'influence d'une colère ou d'une jalousie ou d'une impatience. Voilà, ça n'existe D'accord. pas, quoi. Voilà. Donc, Ouais, c'est un bon signe. Ouais, c'est ouais, un c'est très bon. ça. Un élan profond qui m'empêche de dormir, c'est pas un élan profond. Voilà. C'est une excitation. Voilà. En principe, il n'y a pas de somatisation. Il y a quelque chose de très. Je dis souvent pour entendre la radio, pour entendre pardon le GPS, il faut que la radio soit coupée. Donc, faut pas qu'il y ait de bruit. Pour entendre le cœur, il faut pas qu'il y ait de bruit. Donc, je vois pas comment on peut entendre le cœur, être convaincu que c'est le cœur, alors qu'en vérité, la colère fait plus de bruit que le cœur, quoi. C'est beaucoup plus palpable, quoi. C'est beaucoup plus bruyant. Voilà, des petits repères comme ça, ou la somatisation, il n'y a pas de somatisation en principe. Il n'y a pas il y a pas d'emballement cardiaque, il n'y a pas de rythme respiratoire rempli d'à-coups ou d'apnée ou ce genre de choses. Euh, Il n'y a pas de, moi j'ai déjà dit, il n'y a pas d'impatience. Enfin voilà quoi, des réactions comme ça émotionnelles n'ont pas à être présentes au moment où on fait son choix de cœur ou au moment où on s'engage. D'accord. Et donc même une joie intense qui amène un genre de d'exaltation, ça serait quand même enfin, le signe d'une compulsion et de quelque chose qui n'est pas complètement aligné. Euh, je suis convaincu, enfin, il est évident qu'il est nécessaire de pleurer, il est obligatoire de pleurer, il est obligatoire d'avoir de l'excitation, il est obligatoire de rire. Euh, euh, Même une fois qu'on est en chemin, en fait, une fois qu'on est en chemin, de toute façon, rien n'est linéaire, tout est en changement, tout est chaotique, donc il y aura toujours des confrontations, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des exaltations, il y aura toujours des déceptions, même sur un chemin de vie, quoi, même dans le respect de son chemin de vie. Mais moi, je parle là surtout du point de départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le ressenti de quelque chose qui nous est juste, eh bien, si c'est juste, au moment où il a ressenti que quelque chose est juste, il n'y a pas d'émotion en même temps, à ce moment-là, quoi. Voilà. D'accord. Le moment où on va se marier, là, le moment où on dit, OK, je le sens tellement fort, ça frappe tellement fort dans mon cœur, c'est tellement récurrent que, OK, je décide d'y aller, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là. Après, une fois qu'on est parti dans l'aventure, c'est-à-dire quand on a décidé de se rapprocher de ce vers quoi cette chose qui nous semble juste, qui peut être un lieu de vie, une personne, une profession, une activité, une orientation, peu importe ce que c'est. Mais une fois qu'on est engagé dans la chose, dans la mise en relation avec l'objet, là, il y a toutes sortes d'émotions possibles, il y a toutes sortes de réflexions, de constructions, d'anticipation. Tout ça, c'est possible. Mais juste le point de départ. Le point de départ, à mon sens, il faut être dans un état vraiment de propreté. Voilà. Et il en va de même avec les autres. Souvent on ferme la porte à quelqu'un juste parce qu'il a provoqué une émotion en soi, positive ou négative. C'est-à-dire que quand c'est négatif, on ferme la porte. Quand c'est positif, on ouvre la porte. Ben moi, je dis souvent, on ne peut pas détester quelqu'un sans l'avoir aimé d'abord, quoi. On ne peut pas s'éloigner de quelqu'un sans avoir fait l'effort de s'ouvrir totalement à l'autre. Et pour s'ouvrir totalement à l'autre, il n'y a pas d'émotion possible, quoi. C'est pas possible. Il y a pas d'excitation, de séduction ou de rejet possible. C'est pas possible. On doit regarder comme l'autre regarde. On doit sentir comme l'autre sent. On doit vraiment l'aimer, quoi. On doit vraiment prendre sa vibration pour le ressentir. Et une fois qu'on a ressenti, on verra si c'est juste pour nous ou pas. Si c'est pas juste, on s'en éloigne. Si c'est juste, on verra si on s'en rapproche ou pas. Mais à ce D'accord. moment-là, tu vois, dans cette période-là, dans cette mise en relation-là, il n'y a pas, il y a comme l'interdiction d'être hors de soi. Il faut regarder l'autre de sa fenêtre, il faut regarder l'autre depuis chez soi. C'est-à-dire qu'il faut être encore dans le ressenti de son corps, il faut être encore dans le ressenti de son environnement et de sa respiration. Il faut vraiment habiter son corps. Voilà. Sinon, c'est parti, on est déjà hors de soi, on trouve l'autre sympa, on trouve son idéologie sympa, on trouve le contexte sympa, puis on y va. Mais ça se trouve, c'est déjà cul dans l'œuf. Ça se trouve, c'était juste C'est un élan de séduction ou un élan vrai. de rejet, et du coup, on s'est rapproché d'un faux prince ou d'une fausse princesse, ou on a loupé le vrai prince ou la vraie princesse, tu vois. C'est vraiment, quoi. Vraiment. Souvent, moi, je prends des personnages politiques qui, pour certains progressistes, des personnages politiques sulfureux, à l'époque de Donald Trump. Moi, je suis pas démocrate, je suis pas politisé, mais je dis souvent, est-ce que vous avez fait l'effort de l'aimer avant de détester ce gars-là, quoi?
Est-ce que vous vraiment, quoi, est-ce que vous êtes permis de voir comme lui, de ressentir comme lui, d'aimer comme lui, avant de vous positionner comme vous le faites? Parce que moi, j'ai Ça beaucoup vu te- de. Pardon, ouais, Non, je t'en prie. ça demande un temps, un engagement que beaucoup de gens prennent pas, en fait, cette mise en relation sans jugement, en fait, en étant simplement Ouais, là, complètement présent. ouais, ça nécessite juste une aptitude à laisser l'autre tranquille. Voilà. Ça nécessite juste une aptitude à se dire, il peut être ce qu'il veut, ça ne change à rien ma réalité profonde. Voilà. C'est juste ça. Hein. Il faut juste s'approprier la gymnastique mentale qui permet de se réapproprier la sensation de son corps, de sa respiration. Il ne faut pas bouger de la maison, quoi. Voilà. Et de là, on maintient une distance, et de là on se maintient comme spectateur et non plus acteur. Et donc, Et le yoga, c'est un petit peu un entraînement pour pouvoir saisir cet c'est ça, état-là, c'est enfin, pour ça. mettre en place tout ça dans la vie. C'est exactement ça. Le yoga, je vais répéter ce que tu viens de dire, parce que je suis d'accord. Le yoga, c'est uniquement le déploiement mental nécessaire pour se réapproprier sa réalité, sa maison. Donc, c'est la posture, on parle de la posture qui permet ça, on parle de l'effort respiratoire, on parle de l'effort sensoriel. Et puis après, à côté, comme je disais tout à l'heure, le style de vie approprié et un environnement approprié. Parce que si je commence à regarder Trump, par exemple, et que mon environnement me crache au visage, bah, je suis foutu. Il faut que mon Et oui. environnement me laisse tranquille, quelles que soient mes lectures, quelles que soient mes relations. Il faut vraiment que faut vraiment que je sois aimé, quoi. Après, Voilà. on n'est pas obligé d'exprimer tout ce qu'on ressent. On peut très bien nous laisser l'espace pour ce contact avec Oui, Trump, oui, par exemple, sans le signifier à l'entourage. Et dans oui, ce cas, où est-ce qu'on est dans du faux, si on cache quelque chose? Enfin, je sais pas, est-ce que la relation est authentique? Si il y a des choses qu'on a honte de donner à notre entourage, des choses qu'on veut pas partager. oui. Mais tu vois, pour moi, déjà, là, avoir honte de montrer quelque chose à l'entourage, il y a anguille sous roche, déjà. Ouais, c'est ça. Voilà, On voilà. est, du coup, il manque une certaine authenticité, une ouverture. Mm. Et voilà, donc pour finir cette thématique-là, il y a ces 5 conditions, encore une fois, relation aux autres, relation à soi, etc., posture, respiration, éveil sensoriel, tout ça qui permet juste de se tenir, en fait, tu vois, juste, je vais me dire aux gens, mais tenez-vous un petit peu, tenez-vous un petit peu, quoi, juste un petit peu. Et puis, ben, dès qu'on se tient un petit peu, ben, on laisse l'autre tranquille dans son réel, on peut se rapprocher de l'autre sans crainte, qui que ce soit. Et puis après, on peut se positionner en conséquence. Donc, il faut vraiment aimer avant de s'éloigner. C'est ça mon point de vue. Nous sommes trop nombreux à maintenir entre nous et le monde extérieur des convictions imposées par des croyances, ou par de l'imaginaire, ou par de la mémoire, ou par de l'émotion, quoi. Voilà. Et il faut mettre à mal ces 4 ou 5 filtres. Il faut vraiment s'en défaire de ces filtres-là. Il faut vraiment se désarmer. Idéologiquement, il faut se désarmer. Émotionnellement, il faut se désarmer. Mémoriellement, il faut se désarmer. Voilà. Sinon, on ne peut pas rencontrer l'autre. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas accéder à la vérité. Et après, dans tout ce possible-là, bah, il y a des éléments du monde qui vont nous sembler plus justes que d'autres. Et c'est là, pour répondre à ta question, qu'est-ce que peut faire quelqu'un de nouveau dans le monde du yoga? Bah, dans cette aptitude au centrage, il y a des éléments de la vie qui vont lui sembler plus justes que d'autres. Et ben, quand ça sonne fort dans le cœur, ben, il faut y aller, quoi. Il faut faire l'effort de se rapprocher de ce qui nous semble juste. Il faut trouver les moyens matériels pour nous rendre aptes à cette mise en relation. Il faut aller matérialiser ce pourquoi nous sommes appelés. Et c'est cette partie-là qui est la plus importante. Posture, respiration, c'est juste pour nous rendre aptes à la vie en quelque sorte, mais la chose la plus importante, c'est ce fameux processus de mise en mouvement en direction de ce qui nous est juste, au plus profond de nous, juste. Et il n'y a rien d'autre, selon le yoga, qui transforme. La transformation ne se fera pas sans l'audace de suivre son appel. Tout le reste, posture, respiration, c'est une amélioration de nos conditions d'humain. Juste une amélioration, mais il n'y aura pas de transformation. D'accord, d'accord. C'est que ce qu'on peut obtenir, oui, par les premières pratiques, on va dire, tout ce qu'on trouve un petit peu partout, c'est ça, c'est une amélioration, c'est un Mm. confort peut-être dans le corps, même peut-être un confort mental, enfin un peu plus de Oui, clarté, mais complètement, ça oui, n'emmène pas à une réelle transformation, d'accord. c'est ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources sur le yoga. Mm. On est plutôt
on croule sous l'abondance de ressources, on ne manque pas de textes, de références d'enseignants. Comment on peut faire dans cette abondance pour aller chercher ce qui peut nous toucher profondément? Je suis pas certain qu'il y ait autant d'abondance que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignements, en effet, euh, présents partout, comme tu le dis, à travers de formations, de stages, de cours en ligne, en présentiel, de livres. Euh, mais là-dedans, je suis pas convaincu qu'il y ait tant d'abondance que ça. C'est-à-dire que souvent, ce qui est mis en avant, c'est clairement et avant tout la posture. Euh, Moi, je pense que, ben, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut oser mourir au yoga, c'est-à-dire arrêter d'y croire, quoi, arrêter de le vouloir et, et regarder avant tout ce que l'on veut soi-même. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on ne veut plus. Vraiment identifier ses besoins, quoi. C'est-à-dire vraiment faire la liste de ce que l'on a, de ce que l'on n'a pas, vraiment voir où on en est, de faire un point sur où on en est physiquement, mentalement, etc. Et puis, regarder l'objectif qui en découlait. En fonction de là où j'en suis, de quoi ai-je besoin? Donc, il y a un objectif qui en découlait. Et puis après, vraiment se poser la question, est-ce que le yoga, malgré l'abondance, est-ce que ce yoga-là ou est-ce que ces yogas-là peuvent m'aider à atteindre mon objectif? Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non, bah, on va voir ailleurs. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave de vivre sans yoga. Nous sommes une civilisation qui est millénaire. Nous vivons depuis des milliers d'années sans le yoga. Je suis sûr qu'on va réussir, on va bien réussir sans. Après, le yoga, en effet, offre une grille de lecture, une notice humaine hors norme. C'est très clair. Mais est-ce que l'abondance présente sur le marché du yoga donne ses clés? Je ne suis pas convaincu. Voilà, Voilà, je je ne suis pense pas pas non plus. convaincu. C'est pour ça que je te pose cette question-là, Mm. parce que dans cette abondance, comment trier, comment savoir ce qui convient, comment euh, voilà, bon, par l'intuition, certainement, puisqu'on est amené à la développer, mais c'est difficile, enfin. Ouais, alors je vais être un peu trouble-fête là peut-être avec ce que je vais dire, mais euh, euh, bon, déjà, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc là, je ne vais pas être trouble-fête, mais je vais juste prêcher pour ma paroisse. J'estime que ma structure Bicitra, j'apporte réellement, rapidement, efficacement, cette grille de lecture-là, cette notice humaine, et qui permet. J'ai beaucoup de retours qui vont de la. Il y a encore une dame qui m'a témoigné en vidéo récemment, me disant qu'elle s'était fermée pendant 8 ans, pratiquée depuis 25 ans, et qu'en l'espace de 2 ans avec moi, elle avait largement appris et beaucoup plus, et qu'elle comprenait enfin le sens du yoga et qu'elle comprenait enfin comment elle pouvait faire. Donc, il y a d'autres structures qui existent ailleurs, mais il se trouve que chez moi, ça va vite. Voilà, c'est vraiment la particularité, quoi. Ça va très 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 vite. On accède très rapidement à un essentiel du yoga, à une logique du yoga, et on prend vite des virages de vie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le fantasme du yoga. Je n'avance pas qu'une carotte, ça m'a dit devant moi, quoi. Je donne vraiment le goût au centrage. Je donne vraiment l'accès au centrage. Et puis après, je les détends comme je le fais avec toi là maintenant, c'est-à-dire, c'est OK, quoi. Prenons la logique et avançons. Voilà. Et la logique, on peut se l'approprier avec tellement de monde, et ces personnes-là ne sont pas forcément dans le monde du yoga. La seule chose, c'est qu'on peut aller peut-être plus vite grâce à cette grille de lecture venant du yoga. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ça que je voulais dire. Et après, je vais être un peu trouble le fait quand les gens ne savent pas vraiment. Dans un texte très ancien qu'on appelle les Yoga Yajnavalkya, ça s'appelle Yoga Yajnavalkya Samhita, 8e siècle avant Jésus-Christ, on met en avant deux profils de personnes. Donc d'avance, je sais que je vais provoquer ce que je vais dire, hein, mais je le dis. Euh, il y a deux profils de personnes. Il y a ce qu'on appelle les endettés et les non endettés. Et seuls les non endettés sont aptes à la pratique du yoga et aptes à la transmission du yoga. Et là, avec ce que je vais dire, ça peut piquer un petit peu.
Mais quand on s'intéresse au yoga, il faut tout accueillir. Il faut accueillir aussi les textes fondateurs du yoga. Euh, les, les endettés, il y a trois types d'endettement. Premièrement, ce sont les personnes qui, ben, ils sont en vie, donc ils ont eu ce gros cadeau, le cadeau de la vie, quoi. Ils ont un corps, ils ont une vie, ils ont cette expérience d'humain. Et la première chose à faire selon le yoga, avant même de s'intéresser au yoga, c'est de rendre la vie. Voilà, de la rendre. On l'a reçue, on la rend maintenant. Donc comment on la rend? Ben, en fondant une famille. Ça, c'est un des principes fondamentaux du yoga. Il faut honorer la responsabilité familiale. Il faut rendre à la vie ce que l'on a reçu. La deuxième invitation, selon Yajnavalkya, c'est que nous sommes aussi endettés d'un point de vue civilisationnel. Nous ne sommes pas des citoyens du monde. Nous appartenons à une civilisation spécifique. Nous devons respecter, honorer, défendre les valeurs de cette civilisation. Quand on voyage un petit peu, on voit bien que l'Européen n'a rien à voir avec l'Asiatique. L'Asiatique n'a rien à voir avec... Ce sont des cultures, des cultures vraiment propres à une géographie, à une zone. Euh, et donc, ces différences doivent se respecter, doivent se transmettre et doivent s'aimer. Voilà, c'est Alors, important, c'est vraiment important de respecter les différences. Et donc, il est question de transmettre ça à ses enfants, selon Yajnavalkya. Assurer la transmission, la défense de ce que nous portons en tant qu'humains. Sur le plan de l'âme, nous sommes des citoyens du monde, je veux bien le dire, je veux bien l'entendre. Mais nous ne sommes pas que des âmes, nous sommes des êtres humains. Et humainement, nous avons des traits très spécifiques. Voilà. Nous sommes le fruit de quelque chose. Nous sommes le résultat de quelque chose. Et le troisième endettement, c'est une invitation à comprendre que nos parents nous ont permis notre venue, même si nos parents ne nous ont pas voulu, même si nous sommes un accident de l'amour ou un accident tout court. Nous avons été co-créés avec la vie. Nos parents ne sont pas entièrement responsables de notre venue. La vie a accepté que nous soyons en vie. Et par conséquent, il y a vraiment l'invitation à goûter à la présence de la vie, voilà, à prendre, à développer la sensibilité nous permettant de goûter à la matrice de vie. Alors, c'est juste que nous sommes dans un monde d'athées et beaucoup détestent Dieu, mais en vérité, on parle de ça, là, voilà, de Dieu. Et de Dieu, évidemment, en lien avec sa civilisation. Euh, Et donc, il y a comme ça une invitation à être responsable familial, responsable civilisationnel et responsable spirituel. Et lorsque ces trois conditions-là sont respectées, dans un contexte du 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque ces trois conditions-là sont respectées, alors le yoga pouvait être transmis, c'est-à-dire on pouvait pratiquer, voire même enseigner. Donc, quand tu me dis dans ce brouhaha yogique là, dans cette hyper diffusion du yoga, bah, quand vous savez pas trop, et que vous cherchez un prof, cherchez les responsables. Voilà. Cherchez les non-endettés, les non-endettés. Cherchez celles et ceux qui ont déjà fait des preuves d'un point de vue familial, d'un point de vue civilisationnel, des personnes qui ont déjà fait des preuves de loyauté, d'engagement et de responsabilité. Voilà. Vous recevrez de leur part un enseignement un peu plus mature que chez les autres. Il y a beaucoup plus de chances que vous receviez un enseignement beaucoup plus mature, beaucoup plus profond, beaucoup plus mature, quoi. C'est ça l'idée. Donc, n'hésitez pas à vous confronter, quoi. N'hésitez pas à ouvrir les yeux et à regarder vraiment qui transmet et pourquoi ils transmettent. donc, regarder vraiment la personne et pas se contenter de regarder le Oui, type d'enseignement qui, a priori, nous plaît ou pas. Aller oui, vraiment creuser, d'accord, sur le personnel. oui, Et ça interpelle vraiment ce que tu dis. Alors, au niveau déjà, quand tu dis s'ancrer dans sa civilisation, ça dépend à quelle échelle on se place aussi. Tu parles d'Européens, mais on pourrait dire français, on pourrait dire d'une ouais. région, d'une ville, d'un village. À quelle échelle? À toutes les échelles? Je sais pas quoi dire. À ça, ça dépend de la sensibilité de la personne. Moi, je peux pas parler pour l'autre, en fait. Ça dépend de sa sensibilité. Euh, pour ma part, en raison de ma langue et de ma chrétienneté, je m'estime être français, mais je m'estime être français en Europe, quoi. Voilà, je m'estime être français européen, quoi.
européen de France, quoi. Voilà, je me sens européen de France. C'est tout, c'est aussi simple que ça. D'accord. Euh, et, et ça invite en fait à tous les peuples de faire la même chose, hein. Je ne parle pas de supériorité quelconque, hein. Ça invite Bien sûr. à tous les Oui, peuples oui, de faire c'est la même simple. chose et d'aimer les différences et de respecter les différences et de chérir les différences. Ouais. C'est simplement une invitation à pas s'effacer en disant, enfin, pas être dans le rejet de sa culture et pas être dans le rejet de son monde, en fait. Mm. Et si je peux me permettre, tu vois pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est étrange, c'est que la raison d'être du yoga repose là-dessus. Tu comprends, avant même de parler de posture de respiration, tu comprends, avant même de parler de cohérence avec l'âme, du respect de sa ligne de vie, tu comprends, avant même de parler de ça, on disait, mais ouais, d'accord, mais est-ce que vous êtes responsable? Tu comprends, c'est fabuleux, je trouve. Ouais, Avant de partir là-bas, assurez-vous de faire votre boulot en tant qu'humain. Et, euh, et donc, il y a vraiment un pied à avoir sur Terre, quoi, humainement, et puis un pied à avoir dans l'âme. Tu comprends? Il y a vraiment, il faut s'enraciner dans deux mondes. Voilà, dans deux oui. mondes. Et pourquoi je sais que je parle trop, hein, enfin en tout cas beaucoup, mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis dans le monde du yoga depuis 26 ans à plein temps. J'ai assuré pendant des décennies 49 stages par an. Tu vois, tous les week-ends, quelque part en train de transmettre, partout en Europe, partout dans le monde, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que la majorité de celles et ceux qui vont au yoga sont endettés. C'est-à-dire Oui. ne veulent pas de famille, ne croient plus en Dieu et renient leur civilisation, détestent leur civilisation, se sentent citoyens du monde, mais pas de leur monde, pas de leur pays. Alors, C'est c'était totalement clairement la l'opposé. Mm. question que j'avais envie de te poser, mais oui, c'est complètement ça. C'est que quand je regarde un petit peu qui pratique, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut pas pratiquer le yoga de façon sérieuse, Non, c'est pas ça. si on fait un résumé. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Euh, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Tu sais, c'est un petit peu comme tout à l'heure, je parlais de la dimension méditative. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut faire des choix d'âme tant qu'on ne sait pas se relier à son corps, à sa respiration. Tu comprends? L'âme, c'est à l'intérieur. Quand mentalement, on n'a pas l'aptitude nécessaire pour se relier à son corps, je ne vois pas comment on fait pour se relier à son âme. Maintenant, l'âme, ça nécessite un engagement, ça nécessite une loyauté, une fidélité à toute épreuve. On s'engage au nom d'une intuition. On ne sait pas pourquoi on va le faire, on ne sait pas comment on va le faire, mais on y va parce que ça sent bon. Il y a une odeur juste. Ça nécessite une loyauté, mais conséquente. À l'égard de soi, ça nécessite un amour à l'égard de soi, mais conséquent. C'est juste dingue, en fait. Ça fait très, très peur, en fait, hein. Le respect de sa ligne de vie, ça fait très, très peur. Je ne vois pas comment on peut assumer ce type de responsabilité à l'âme quand on n'a même pas encore réussi à assumer de la loyauté, de la fidélité dans sa relation à son partenaire et à ses enfants. Tu comprends? On peut faire l'un sans l'autre, mais il y a quand même cette invitation à la responsabilité qui va nous préparer, Hmm. clairement. Voilà, clairement. Donc le yogi est quelqu'un d'engagé dans le monde. C'est pas quelqu'un qui Oui, vit. C'est pas cette image un peu de l'ermite qui s'est coupé du monde pour se couper des contraintes. non. C'est quelqu'un qui vit pleinement dans le monde. C'est ça, pleinement dans le monde et qui a plaisir à donner la vie. Ouais. Et donc une pratique qui est juste. Quel impact elle a sur cette vie? Comment les deux se répondent? Comment ta pratique de yoga va impacter ta vie avec tes responsabilités, tes engagements? Et comment tes engagements vont nourrir ou pas, en fait, ta pratique de yoga? Est-ce qu'il y a un lien? Ben, à partir du moment où on assure une activité physique quotidienne, à partir du moment où on entretient sa musculature, sa souplesse, sa liberté, en fait, sa liberté articulaire, à partir du moment où on entretient le mental régulièrement, eh bien, on sera de plus en plus apte à être responsable. J'ai beaucoup de personnes qui ont un cours collectif qui ne s'intéressent pas du tout à la liberté de conscience, mais ils se savent responsables, soit d'entreprise ou soit familiale, ou les deux, et ils veulent assurer leur responsabilité. Ils veulent l'assurer pleinement, et pour cela, il faut être en bonne santé, ils le savent, et donc ils ont des pratiques yogiques.
Donc là, tu vois bien le pont très clair qu'il y a Mm. entre le yoga et l'accueil de ses responsabilités. Euh, lorsque les responsabilités sont réellement honorées, c'est-à-dire les trois endettements, quoi, lorsque ces trois responsabilités sont réellement honorées, ben, on est libre à ce moment-là. On est vraiment libre de pouvoir se donner pleinement à l'appel profond. Je vais te donner l'exemple que j'ai cité tout au début là, de notre entretien. Lorsque j'ai eu l'élan très clair d'aller en Inde et de me donner totalement au yoga, j'avais en parallèle mes études scolaires, Ouais. mes études de dessinateur industriel. En moi, c'était terminé. Je ne voyais plus pourquoi j'étais là, dans cet établissement scolaire. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai parlé autour de moi. J'ai évidemment parlé à mes parents, du haut de mes 16-17 ans ou je ne sais plus quoi. J'ai forcément parlé à mes parents. J'ai parlé à quelqu'un, parce que moi j'étais dans un internat, donc j'ai beaucoup parlé à quelqu'un à qui j'étais proche, c'est-à-dire mon conseiller, le fameux CPE, je ne sais plus ce que ça veut dire CPE, Mm. mais conseiller principal d'éducation, voilà. Et la conclusion, c'était de dire, va au bout de tes responsabilités, accomplis-les, et après pars en Inde. Voilà. D'accord. Et ce qui est très marrant, c'est que je suis allé à Paris rencontrer la famille des Icachar. Je ne les connaissais pas, je ne savais même pas ce que ça voulait dire des Icachar. Moi, je n'avais aucune idée de leur reconnaissance mondiale et tout ça. Je suis allé Ouais. les voir et j'ai dit au fils, j'ai dit, voilà, moi je veux venir. Et lui, ce qu'il m'a dit, s'il te plaît, tu finis tes études d'abord et tu viens plus tard. Donc, oui, les yogis et les non-yogis t'ont dit exactement la même Tout le chose. monde m'a dit la même chose. Va au bout de tes responsabilités. Voilà, le cadeau de dingue que tu as, enfin, on m'a pas dit ça, mais maintenant je le dis avec mes mots. C'est, on t'a apporté quelque chose d'énorme. Tu vois, si je reprends l'image de l'enseignement de Yamalka, on t'a apporté un corps, quoi. On t'a apporté la vie, quoi. Rends-la, au moins une fois. Voilà. Ou fais quelque chose parce qu'en fait, il y a aussi ceux pour qui c'est pas possible, quelles que soient les raisons. Bon, si c'est pas possible, c'est pas grave, mais au moins faisons quelque chose pour eux, quoi, pour les enfants. Faisons D'accord. quelque chose pour eux, quoi. Allons les soutenir, allons. Moi, par exemple, je me suis fait baptiser à l'âge de 25 ans. J'ai eu le ressenti, la compréhension d'une dimension profonde voilà, dans, dans- dans- dans ma relation à la chrétienté, à Jésus. Et c'était très fort pour moi. J'ai décidé de me faire baptiser à l'âge de 25 ans. Et mon parrain, que j'ai découvert lors de mon catéchisme, était dans une profession libérale, il était dentiste, et sa femme et lui n'avaient pas pu avoir d'enfants. Eh bien, c'était très touchant parce que tout son temps libre était consacré au scout, tu vois. Il donnait Ah tous oui. ses week-ends, tout son temps à la gestion d'une communauté de scouts. Voilà. Et il était magnifique. Je le trouvais magnifique, ce monsieur. D'accord. Donc, avoir une forme d'engagement, de transmission, comme on pourrait avoir avec une descendance, même si c'est pas notre descendance de sang, en réalité. Oui, oui. C'est ça. Et, oui, c'est ça. Et puis pareil, tu vois, pour toutes celles et ceux qui détestent, je ne mets pas en avant là, forcément la chrétienté, hein, je dis juste, il faut avoir une sensibilité à la matrice de vie. Tu vois, je suis très très neutre, hein, mais juste de la sensibilité à la matrice de vie. Je ne vois pas comment on peut avoir du lien à son âme, du lien à sa ligne de vie, sans ressentir la matrice de vie. Tu vois, je ne vois pas comment on peut être dans la détestation, par exemple, de la chrétienté, de toutes celles et ceux qui prient dans le domaine de la chrétienté, et en même temps oser dire j'ai du lien à mon âme. J'y crois pas du tout, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis, dans les discours et dans les actes, on a parfois des choses qui sont un petit peu dissonantes actuellement. Chez les chrétiens, tu veux dire? Partout. Ouais, partout. Mais dans le monde du yoga, c'est Ouais, pareil, hein. ouais, complètement. Tu prends tous les grands noms du yoga, la grande majorité a eu des problèmes avec la sexualité, quoi. La grande majorité a été pris la main dans la brigade, quoi. Ben, Clairement. voilà, je pense à ça parce qu'on en parle Mm. énormément. Mais bon, mais il n'y a pas que cet aspect-là. En fait, on ramène tout à ça parce que c'est un peu sensationnel. Mais Bah, c'est parce que c'est euh, facile. Moi, je dis ça parce que c'est facile, hein. aussi, et puis Ouais. bon, ça, je sais pas, il y a un côté croustillant pour le grand public, c'est génial. Mm. Euh, non, mais pour plein de choses, c'est pas pleinement intégré entre la répétition d'un dogme, la répétition de codes moraux sans les avoir pleinement intégrés. Avoir dépassé un petit peu ces restrictions, cette rigidité pour l'incarner profondément, Oui, oui. bah, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, Oui, oui, je comprends. Je comprends. Et ce qui est fabuleux dans les enseignements de yoga sur ce sujet, il n'est pas dit de se tourner vers une chapelle, hein. En fait, il est dit de se tourner vers Dieu. Euh, tu vois, enfin, on n'est pas obligé de faire du yoga pour. La pratique du yoga ne doit pas passer forcément par la relation à Dieu. En tout cas, dans l'outillage tel qu'il est présenté, on ne dit pas forcément ça.
même si ça fait partie des prérequis selon Yajnavalkya. Euh, mais, mais lorsque l'outil yogique, il y a plein d'outils dans le yoga. Il y en a un qu'on appelle Ishvara Paranidhana. Il y en a un où clairement nous sommes appelés à retrouver du lien au divin parce que la sensibilité et l'humilité nécessaires pour se relier au divin est la même pour notre relation à notre âme. C'est la même. Et c'est pour ça qu'en yoga, on dit que l'autoroute de l'âme, c'est Dieu. Voilà. Et il n'y a La pas de péage. Et il n'y a pas de péage, exactement. Il y a pas forcément de chapelle. Mm. Il n'y a pas forcément de livre. Il n'y a pas forcément de dogme. C'est juste entre nous et cette matrice de vie. C'est fabuleux, non? Ouais, ouais, c'est Et une manière de présenter les choses qui est, comme tu dis tout à l'heure, chercher la logique au lieu de chercher les règles particulières. Là, tu ramènes vers le centre, vers l'essentiel. c'est ça, c'est ça. Et ça, là, l'outil l'outil divin, ce qui est fabuleux dans le monde du gars, c'est de dire, OK, vous pouvez vous relier à Dieu parce que vraiment, c'est la voie rapide. Mais si vous n'avez pas la sensibilité pour cela, ou si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. C'est optionnel. Il y a tellement d'autres choses à faire pour favoriser le respect de votre ligne de vie. Ça aussi, c'est fabuleux. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans le monde du yoga moderne, c'est toutes celles et ceux qui rejettent en bloc les religions et qui osent parler du respect de leur ligne de vie. Là, pour moi, il y a un paradoxe trop important. Voilà. Souvent, le rejet, il n'est pas sur la religion, il est sur une institution religieuse, je crois. Ouais, Bon, là, je me fais peut-être l'avocat de personnes qui seraient pas d'accord, probablement. mais Probablement, je mais tu vois, c'est un peu comme ceux qui détestent les chasseurs, et tu leur dis, mais tu en connais des chasseurs? Non. Tu comprends? Tu connais des prêtres? Non. Tu connais des sœurs? Non. non, c'est l'entité chasseur, l'entité C'est prêtre. ça, c'est ça, c'est ça. C'est voilà, c'est plus cette image, cette projection d'un groupe de personnes, Ouais, c'est ça. en fait. Ok. Et donc toi, quand tu enseignes, tu cherches à aider les personnes à retrouver ce lien avec cette autoroute en réalité. C'est ça, C'est ça. tu fais Moi, le je, GPS. c'est ça. Moi, je ne suis que omnubilé par ça. C'est-à-dire que ce soit une conférence, un stage, un cours collectif ou un entretien comme là maintenant, je ne vis que pour ça. C'est-à-dire, euh, comment dire, faire comprendre que le yoga n'a été pensé que pour le respect de sa ligne de vie, c'est-à-dire ne plus se soumettre à ses peurs, c'est-à-dire les prendre en main, les traverser, les déprogrammer, et puis rester avec ce qui reste. Et ce qui reste, c'est nous. Donc moi, je ne parle que de ça, et je propose un outillage permettant le lien avec ça, le lien avec sa liberté profonde. Je ne vois pas d'autre option pour le monde. Voilà, je ne vois aucune autre option. Et par conséquent, lorsque j'enseigne, ben, tu vois, je me suis beaucoup spécialisé dans la thérapie par le yoga. Donc, je peux traiter de syphose, de scoliose, de lordose, d'arthrose, de maux de tête, d'hernie inguinale, d'hernie hiatale, enfin, de plein de mots comme ça. Mais c'est pas pour autant une boîte à outils thérapeutique. C'est-à-dire que je propose des solutions pour améliorer la santé, mais avec comme objectif ultime la liberté de conscience. Parce Oui, que je sais voilà. que la liberté de conscience ne peut pas se faire dans un corps malade. Il faut vraiment dépasser la maladie pour pouvoir entendre l'âme. Quand j'enseigne à des enfants, ou quand j'enseigne un yoga très très physique, parce que j'ai ça aussi dans mon sac, quoi, une transmission plus poussée, plus sportive, etc. Bon, là, c'est pareil, c'est pour accueillir des personnes dont les besoins sont plus physiques, mais avec à chaque fois l'expérience à soi, le retour à soi, le centrage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ramène, que ce soit dans mon discours ou dans l'expérience, je ramène à soi, je ramène à l'âme. Donc une bonne manière d'enseigner, oui, ça serait de partir d'où la personne a besoin de travailler, enfin de prendre peut-être, comme tu disais, un enfant qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation, Oui, pour le ramener à lui, c'est cet outil-là. Quelqu'un qui est malade, il faut passer par une forme de soin pour résoudre, pour ensuite pouvoir passer sur autre chose. ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est cette adaptation permanente qui caractérise ton enseignement. Complètement. Et cette particularité dans mon enseignement est tirée des enseignements de Natamuni, très très vieux texte. Et lui, il dit, en fait, il n'y a pas des yogas,
mais il y a un yoga. Et c'est vrai, en fait, hein, le yoga est tiré des Védas, et donc c'est un yoga pour la santé mentale. Et lui, il dit, en fait, ce yoga-là, il faut savoir l'adapter en fonction des besoins de l'autre, avec toujours le même objectif, c'est-à-dire la santé globale et la liberté de conscience. Et par conséquent, il divise la société en 5 catégories. Il y a les tout petits, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Il y a les adolescents, les jeunes adultes, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et il dit, pour eux, il va falloir utiliser essentiellement la posture, quoi. Vraiment, il va falloir travailler l'endurance, la force, la confiance en soi par des postures très poussées, très gymniques, etc. L'assouplissement, l'alignement. Et lui, il dit, il n'y a que la posture pour ces gens-là, quasiment, quoi. Un tout petit peu d'effort respiratoire, un tout petit peu de méditation, mais essentiellement la posture. Et après, il dit, pour les adultes, un adulte, c'est quelqu'un de responsable, c'est pas quelqu'un qui a plus de 25 ans. Donc, c'est les 3 responsabilités. C'est ça un adulte, hein. Mm. Sinon, on n'est pas adulte. Il faut le comprendre, ça. Je sais, ça peut piquer, gêner, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc, pour les adultes, on parle d'un entretien physique, donc par la posture, mais surtout d'une tenue mentale par la gestion de la respiration. D'accord. Et Mm. pour les personnes âgées, c'est-à-dire les non responsables, c'est-à-dire que les enfants sont partis, on a lâché les responsabilités, que ce soit familiales ou civilisationnelles. Pour les personnes âgées, on parle surtout d'un retour à soi total. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avancer en tant que responsable et en tant que cohérent de l'âme. On peut juste chercher la cohérence de l'âme à 100%. Ça, c'est pour les personnes âgées. Donc là, on parle essentiellement de méditation, d'introspection, de retour à soi. Toujours un peu d'effort postural, toujours un peu d'effort respiratoire, mais surtout l'introspection au maximum. Et puis après, il y a la 5e catégorie, les gens malades. Les gens qui sont pas bien alignés ou un peu en déséquilibre physique, musculaire, articulaire, mental, psychique, émotionnel. Et puis, bah, ces personnes-là peuvent appartenir aux 4 catégories de personnes que je viens de te présenter, Ouais. mais elles ne feront pas ce que les autres font. Elles vont uniquement faire quelque chose pour résoudre ce qui les empêche d'avancer, de grandir et d'être responsables. Voilà. Donc les gens malades, c'est encore une fois, c'est problèmes physiques, problèmes articulaires, problèmes digestifs, problèmes psychiques. Il Mm. y a beaucoup de personnes, tu vois, ils savent plus ce qu'ils veulent en fait. Ils savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Psychiquement, ils n'ont plus le goût de la vérité, ils ne veulent plus d'expérience de vie, ils ont trop peur de l'autre, trop peur de s'engager dans une relation familiale, trop peur de s'engager dans une relation en tant qu'indépendant professionnel. Il y a beaucoup à faire. On est nombreux à être malades en vérité. On est nombreux à avoir plus besoin de yoga thérapie que d'autre chose, que de yoga, tu vois. Le seuil de la maladie mentale, il est difficile à définir. Je pense que ça dépend, Ouais, ça dépend de la sensibilité, de l'époque, du lieu. Enfin, c'est ouais. difficile voilà, de cadrer. Mais moi, je reviens peut-être bêtement, hein, peut-être de façon trop manichéenne, mais je reviens à mes 3 responsabilités. Quand on n'est pas malade, on a plus d'aisance à faire face à ses responsabilités, aux fameux 3 types d'endettement. D'accord. Donc, Voilà. si ça ne va pas, enfin, s'axer sur la thérapie pour que ça aille mieux, et ensuite se ranger dans une des catégories et pratiquer comme les gens de notre catégorie, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, j'insiste, hein, mais quelqu'un de malade, d'un point de vue yogique, c'est pas quelqu'un qui a mal quelque part. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire face à ses responsabilités. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'il y a un problème. Et si quelqu'un ne peut pas faire face à ses responsabilités, donc il peut utiliser soit les outils du yoga pour l'aider à avoir cette capacité, soit C'est utiliser ça, d'autres outils, comme on disait tout à l'heure. c'est ça. Soit l'outillage yogique pur, ou soit la logique du yoga qui l'amènera à découvrir des outils hors du yoga, mais qui au final respecteront la logique du yoga. D'accord. Tu vois, par Oui. exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la vérité non violente, tu vois, la communication non violente. Mm. Bon, bah, ça, c'est une logique clairement yogique. Bon, est-ce que le monde du yoga est apte à transmettre ça? Je suis pas sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de spécialistes hors du yoga. Tu vois? D'accord, donc pas hésiter à aller, sans se disperser quand même, à aller Hmm. chercher les spécialistes sur un domaine ou un autre pour pouvoir faire face à nos responsabilités. Oui, c'est ça. Encore un sujet, en yoga, on parle beaucoup de contentement, l'art du contentement. Qui en yoga parle du contentement? À part chez Vistra, bien sûr, mais qui met vraiment en avant le contentement? Sérieusement, c'est un outil majeur, quoi. Ouais. Bon, ben, hors du yoga, il y a une dame fabuleuse, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas ce qu'elle est en vérité, mais son outil, elle s'appelle Katie Barron, une américaine. L'outil s'appelle The Work. C'est la reine du contentement. Voilà. Si vous voulez comprendre le contentement, vous allez voir cette dame, vous allez vraiment changer votre vie. Voilà. Etc., etc., tu vois. Et tu vois, je peux me permettre ça parce que je ne suis pas plus identifié que ça au yoga. En tout cas, je ne le suis Mm. plus. Donc, du coup, je suis libre, tu comprends? Je suis libre d'aller voir telle ou telle personne. Je ne respecte pas de tradition, vraiment, moi. Tu vois, je ne respecte pas de bouquin.
respecte une logique. Oui, t'es pas dans un dogme. Enfin, voilà, tu as Mm, des connaissances, mais sans rentrer dans un dogme. mm. Et donc, donc si on veut pratiquer avec toi, on va sur Vicitra. Ouais, si on veut pratiquer avec moi, on va sur le site internet visitra.yoga. Je sais que ça fait partie de tes questions. Visitra, ça veut dire précieux. C'est un terme sanskrit qui veut dire précieux. Je trouve l'âme précieuse, je trouve l'humain précieux. Et j'avais demandé à des ikachars des termes en sanskrit qui se traduisaient par précieux. Ah, d'accord. Il m'en a donné 4 ou 5 et j'ai choisi celui-ci. Parce que c'est Euh, marrant, le Vicitra, l'autre jour, j'étais sur un petit texte que je traduisais, j'ai trouvé mm, coloré comme sens. Et justement, c'est mm, marrant parce que je venais juste de te contacter, je connaissais pas le terme, et mm, dans un lexique, j'ai trouvé ce terme qui m'était donné, donc ça, mm. c'est drôle, hein. Ouais, c'est amusant. Et donc, visitra.yoga, c'est le nom du site, c'est pas .com mais .yoga. Et dans ce site internet-là, on y retrouve l'entièreté de mes enseignements. J'ai à peu près 52 jours de contenu pédagogique que j'essaye de rendre disponible en ligne. Donc, il y a plein de choses. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle, mais on peut juste Oui, aller bien sûr. voir. Et Ah puis, bah, ouais, il y a un programme qui s'appelle Cohérence. Et cohérence, c'est de la mise en pratique du yoga depuis chez soi, guidé par des profs qui, eux, nous observent depuis chez eux. C'est-à-dire qu'on allume la caméra, on pratique chez soi et on est guidé par des profs en direct. Donc j'ai une équipe formée par mes soins. Je fais partie de cette équipe. Et quotidiennement, du lundi au dimanche, nous donnons 1 à 3 cours par jour à des heures fixes, en direct. Les personnes depuis chez eux allument leur caméra s'ils le veulent, c'est même pas obligatoire. Et nous, on guide des séances et on adapte le rythme et on corrige en fonction de ce que l'on voit. Et on peut se dire, mais il y a les cours collectifs déjà pour ça. Mais le cours collectif, c'est quoi? C'est 1 ou 2 ou 3 fois par semaine. Là, on peut pratiquer tous les jours. C'est-à-dire que le yoga a toujours été fait pour être pratiqué seul, isolé depuis chez soi et quotidiennement. Ça, c'est important à entendre, c'est important à comprendre. Et donc, je trouve que ma solution en ligne permet de faire un pas de plus vers la logique du yoga, c'est-à-dire la pratique quotidienne. Ça permet d'avoir l'expérience de pratiquer depuis chez soi, l'expérience de la discipline depuis chez soi, tout en étant soutenu, tout en étant accompagné. oui, ça Euh, répond complètement à ça. Oui, on peut ouais, pratiquer sans avoir la contrainte du déplacement. c'est ça. C'est... Et ce qui est dingue, c'est que les participants sont plus matures que ceux qui viennent en présentiel. Une partie de mon équipe ne veut plus donner de cours en présentiel. Mais sérieusement, Mm. on regarde du sérieux des pratiquants qui viennent chez nous. Parce que quand on est prêt à pratiquer depuis chez soi, c'est qu'on est un peu plus mature en vrai. C'est Et qu'on toi, a... tu enseignes plus du tout en présentiel, tu fais uniquement à distance maintenant. Moi, je donne des stages. Je me suis arrêté pendant 2 ans. J'avais besoin de ça. Et là, j'ai repris très récemment. Et maintenant, j'ai un stage toutes les 6 semaines en présentiel. Un peu D'accord. partout. Là, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Je serai en baie de Somme début janvier. Je serai certainement en Suisse au milieu de l'année 2023. Voilà, j'ai des petits déplacements comme ça. Mais rien à voir avec ma folie d'avant, quoi. Et sur mon site internet, il y a d'autres programmes. Il y a un programme qui s'appelle aussi Autonomie, qui est la suite logique de cohérence. Dans Autonomie, c'est une sorte de formation, mais sans l'intention de devenir prof de yoga. C'est-à-dire pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment développer des pratiques sur mesure, et donc pour soi-même, je donne tout. Tout l'outillage physique, respiratoire, tous les secrets de la construction de séance. Je montre comment s'auto-observer, quoi, observer ses besoins articulaires, musculaires, et je laisse l'autre créer ses propres séances. Et régulièrement, je suis en direct avec eux et je les corrige. Je dissèque leurs séances et je les corrige et je les aide, quoi. Et je donne tout, quoi. Et ça se fait en 1 an de contenu, on décolle pour de vrai. Et pour celles et ceux qui veulent transmettre, j'ai un autre programme qui s'appelle Transmission et qui se fait en présentiel. Mais pour pouvoir faire transmission, il faut faire autonomie. Et puis, il faut passer un Donc, petit faut être examen. autonome avant de pouvoir donner quoi que ce Ouais, soit. Ça fait sens. Ouais. c'est ça. Et puis un petit examen d'entrée aussi. C'est-à-dire que j'en ai marre de juste d'ouvrir la porte à tout le monde. Il y a un petit examen d'entrée, quoi. Voilà. Un petit entretien, puis un petit examen. Et voilà, donc il y a ça. Donc ça fait trois piliers, quoi, cohérence, autonomie et transmission. Et puis après, il y a les racines du yoga, où je transmets en détail les Yoga Sutras de Patanjali. Donc ça, c'est vraiment le texte de référence du yoga, Yoga Sutras de Patanjali, texte d'il y a 2000 ans. Et là, c'est superbe, quoi. C'est la notice humaine parfaite, 195 enseignements, et il y a 75 heures de contenu pédagogique que je transmets module par module. Et chapitre par chapitre, il y a 4 chapitres en tout. Donc ça, c'est accessible. Je transmets aussi les enseignements de T. Krishnamacharya. Il y a 32 poèmes qu'il a laissés derrière lui, son héritage, que j'ai appris. C'est ça que j'ai appris en tout premier en Inde, que D'accord. je connais par cœur. Ça se chante.
Ça se chante comme ça. Glunu Gopalam Smaratulagasyam Bhajaguru Variyam Mandamate Shuksherakte Kshine Dehe Nahi Nahi Rakshati Kali Yuga Shiksha. Ça, c'est le premier poème. Il y en a 32 comme ça. Et, Avec euh, traduction quand même. et avec traduction, mot à mot, la traduction et puis mon commentaire. Mon commentaire, quoi. Voilà, il y a ça. Donc, c'est ce que j'appelle les racines du yoga. Et puis voilà, puis je vais m'arrêter là parce que la liste est longue, mais enfin, il y a beaucoup de contenu pédagogique euh, que je pense être inédit, et puis un format complètement nouveau. Et voilà, puis beaucoup de groupes privés dans lesquels je maintiens du lien avec toutes celles et ceux qui se rapprochent de moi. Donc, il y a des contacts très quasiment quotidiens avec les élèves, les participants à mes différents programmes. Euh, voilà, et puis là, très prochainement, je démarre une formation à la thérapie par le yoga, spécifique à la thérapie. D'accord. Voilà, ça c'est nouveau, ça va commencer là. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais moi, je démarre début janvier 2023. Mm. Ok, oui, pour répondre à ce dernier groupe de personnes qui ne peut pas pratiquer de suite dans l'optique C'est ça, c'est ça. Puis de... pour répondre aussi à quelque chose d'inévitable, c'est-à-dire que d'un point de vue yogique, on est convaincu que la vie n'est pas linéaire, que le chaos est à venir, que les changements sont à venir, et il est important d'anticiper tout ça, quoi. Il est important d'avoir des connaissances, des notions et d'anticiper. Voilà. Et on est appelé à la puissance, en fait, hein. On est appelé à la puissance, on est appelé à la beauté, à la puissance, au redressement. Tu vois, on est appelé à l'autonomie. Et donc, d'avoir des notions en thérapie, ça me semble très important. Et je suis accompagné d'experts. Il y a un médecin, un autre chirurgien, un ostéopathe, un kiné. Voilà, il y a la présence comme ça ponctuelle d'experts qui eux pratiquent chez moi, étudient avec moi, etc. D'accord, donc ils sont pratiquants de yoga et par ailleurs ils sont dans le Ouais. domaine médical. Et puis ils ont une expertise, ils ont des connaissances, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben, merci pour tout. Merci beaucoup. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu peux répondre à une toute dernière question? Si tu Oui. avais un seul conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de prendre très au sérieux. C'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut. C'est pas grave de ne pas connaître son chemin, de ne pas trop savoir où on va. Et commencer par savoir ce que l'on ne veut plus. Vraiment prendre très au sérieux là où ça dit non. Et s'orienter vers ça. Et tirer sur cette ficelle-là, quoi. Et vraiment commencer par là. Commencer par qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà. Pour moi, c'est un bon point de départ. C'est vraiment ce qui va provoquer le mouvement. Qu'est-ce que je ne veux plus et faire en sorte de ne plus l'avoir. C'est tout ce que je dirais. Et, euh, et je dirais aussi que le yoga n'a pas 4000 ans pour finir sur un tapis en leggings. Euh, et qu'il y a toute une logique magnifique au-delà de la pratique posturale. Et que cette logique est réellement présente dans, dans les, dans leur héritage civilisationnel. Il y a beaucoup d'enseignements millénaires appartenant à leur civilisation qui résonnent fortement avec l'enseignement du yoga. Si j'avais eu une éducation euh, réelle, quoi, dans le respect de ma civilisation, jamais je ne serais allé en Inde. Jamais, je le sais. Voilà. C'est une erreur d'être allé en Inde, en quelque sorte. C'est beau, hein, je suis très content de mon parcours, etc. Mais c'est pas normal qu'un jeune Français de 22 ans finisse en Inde pour comprendre la vie, quoi. Voilà, c'est pas normal du tout. Oui, enfin, parfois il y a des anomalies C'est qui ça, sont oui. heureuses pour le reste du monde. Là, je crois que c'en est une quand même. Ouais. Donc voilà ce que je dis. Voilà, j'ai pas dit une seule chose, mais j'ai dit deux choses. Ouais. Non, mais voilà, c'est très riche. En tout cas, Mm. merci beaucoup pour tout cet entretien, toutes ces réponses, toutes ces pistes, voilà, toutes ces voies d'exploration qu'on va pouvoir aller un petit peu découvrir. Ben, merci. Moi, je te remercie grandement hein, pour cette invitation. C'est pas évident que je sois invité parce que ma pensée, mes propos sont un petit peu mal perçus, mal ressentis et je suis vraiment touché par ton invitation et par tout le professionnalisme et le respect que tu as mis dedans, quoi. Donc, merci beaucoup.
Bah, écoute, c'est avec plaisir et puis, voilà, ce qui peut, freiner certaines personnes, peut-être ce côté non conventionnel, le fait de dire les choses, Mm. le fait d'ancrer, un savoir, ancien dans un monde actuel, moi, c'est justement ce qui me plaît. Mm. Donc voilà. Superbe. Bah alors, bonne continuation à toi, puis au plaisir. Merci Marc, à très bientôt. Merci Samantha, au revoir.